Alors, du coup, cette deuxième table ronde, je la ferai en compagnie du coup, de Florian Varieras, Guillaume Garcia et Frédéric Mélanie. Et, ça marche, hein. Ok. Moi, j'ai présenté la plateforme universitaire de données. Donc, je suis ingénieur d'études à la plateforme universitaire de données de Strasbourg. Et on est ouvert depuis 2 ans, donc ça va permettre de faire un petit retour d'expérience. Et puis, pour vous, imaginez ce que vous pouvez solliciter aussi auprès de la PUD et ce que vous avez envie de développer. Parce que, comme je vais vous le montrer, finalement, c'est quelque chose qui s'adapte aux besoins locaux et en fonction des besoins des chercheurs, des doctorants. Et tout ça de concert. Donc juste pour replacer, mais je vais le faire très rapidement parce que Eric l'a fait tout à l'heure, c'était pour replacer les PUD par rapport à la TGIR projet d'eau. Donc nous, on n'est pas du tout dans tout ce qui est soutien financier, production des grandes enquêtes publiques. On est vraiment dans la promotion de l'utilisation des données d'enquête quantitatives. En gros, le constat qui a été fait, c'est que des enquêtes quantitatives, notamment statistiques publiques, ça coûte énormément d'argent. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une sous-utilisation de ces données d'enquête et que les antennes nationales, comme la 10 route, ne pouvaient pas suffire pour répondre à cette sous-utilisation et qu'un échelon local pouvait être pertinent. Et cet échelon local est représenté par les plateformes universitaires de données qui permettent de faire le relais en fait, d'informations entre l'échelle nationale et l'échelle locale avec des interlocuteurs physiques. Pour les objectifs des PUD, donc nous on les a axés sur trois noms. Donc c'est aider, former et communiquer, valoriser. Aider, ça va être aider dans les travaux de recherche, mais aussi dans l'acquisition et la mise en œuvre des fichiers de données. C'est que, je vais le développer plus tard, mais finalement dans aider, il y a beaucoup de choses derrière. Former, ça va être aussi la formation à savoir appréhender une base de données quantitative, parce que tout le monde n'a pas les mêmes outils, tout le monde n'a pas la même appétence non plus par rapport à ces méthodes-là. Et enfin communiquer, c'est-à-dire faire vraiment le relais donc ce que je viens de dire entre le national et le local, mais aussi entre les acteurs locaux et faire en sorte qu'il y ait un vrai partage des pratiques et que ça puisse aller dans le bon sens. Pour la plateforme donc à Strasbourg, on a vraiment essayé de différencier 3 types de travaux, en tout cas selon le public qui est différent. Donc là, ce qui nous prend le plus de temps, c'est ce qu'on caractérise comme l'aide individualisée, c'est-à-dire que typiquement comment ça va se passer, ça va être un chercheur, un doctorant ou une doctorante, une chercheuse qui va m'envoyer un mail et qui va me dire bon ben voilà, je travaille sur la sociologie des religions et j'aimerais savoir quelles sont les données quantitatives qui sont disponibles sur ce sujet-là. Et donc moi mon travail après ça va être de regarder les données qui sont disponibles, et si elles sont disponibles, si elles sont exploitables selon les envies de recherche que la personne va avoir manifestées. Et donc c'est aussi, c'est pas que taper dans le Nestar de la DISP pour voir ce qu'il y a, mais c'est aussi accompagner le chercheur pour savoir si c'est en adéquation ou pas avec sa problématique. Parce que, par exemple, si on se concentre sur les ouvriers, comme ce qu'a dit Eric tout à l'heure, sur certaines enquêtes, il va y avoir des sous-populations qui vont être présentes, mais si elles sont trop peu nombreuses, les personnes dedans, ça ne sera pas pertinent de toute façon d'aller plus loin, donc ça ne sert à rien de faire le formulaire, ça ne sert à rien d'aller plus loin pour quelque chose qui ne servira pas. Après, il y a aussi tout ce qu'on fait en groupe, donc là ça sera plutôt organiser des formations, des sensibilisations, ça sera auprès des doctorants, ça sera auprès des masters, donc on fait beaucoup à Strasbourg, c'est la première action qu'on a fait, c'était que pour les masters à type un peu recherche, on présente maintenant de façon récurrente pendant 1 heure les services de la PUD et on présente aussi les outils, comment accéder à la DISP, comment chercher des données dans le catalogue, comment naviguer dans l'arborescence Nestar, et ce qui permet aux étudiants au moins de leur mettre la puce à l'oreille et de se dire bon ben en fait il y a des choses qui sont accessibles facilement, je peux accéder à des questionnaires d'enquête publique de très grandes envergures facilement aussi, ça peut les inspirer également s'ils doivent en faire. Et donc ça permet de diffuser cette information-là. Et donc on va aussi faire, donc là c'est un projet, mais on va aussi faire des formations auprès des doctorants sur une journée où on aura cette partie-là aussi de découverte de comment est-ce qu'on cherche de façon pertinente des données, mais également d'appréhension des plus grosses enquêtes comme le recensement, comme GGP, comme ESS ou CHER. Et enfin le 3e axe, en tout cas en termes de public, c'est qu'on essaie
de rendre actif le réseau des PUD, mais aussi le réseau des ingénieurs d'études. Du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi Mathé et SHS, et les PUD, je pense, qu'on a une vraie place dans le réseau Mathé et SHS. Et donc, on essaye de travailler ensemble parce que la difficulté de l'ingénieur d'études quand on est dans une PUD, c'est qu'il peut être facilement isolé en fait. On n'est pas dans une équipe de recherche, on n'est pas dans une UMR ou une équipe d'accueil. Et donc c'est une force d'un côté, mais ça peut aussi être une difficulté, c'est qu'on est un peu partout, mais du coup on peut être aussi un peu nulle part dans certains moments. Et donc ce réseau permet d'avoir un ancrage territorial, mais aussi national. Pour les soutiens, par rapport à l'aide individualisée, on a essayé de se poser la question, pourquoi est-ce que les données quantitatives sont sous-utilisées? La première réponse qu'on a apportée, c'est que déjà il faut y avoir accès aux données. Il faut déjà connaître que les données existent et donc avoir une sensibilisation sur les données qui sont existantes, ou au moins savoir comment les chercher, et enfin savoir comment y avoir accès. Que ce soit les procédures Ketley, que ce soit les procédures pour avoir accès aux données Eurostat, que ce soit celles pour le CASD. C'est une expertise que l'ingénieur d'études développe au fur et à mesure et qui permet de gagner du temps pour le chercheur ou la chercheuse qui, pour lui ou elle, ce sera la première fois, alors que pour nous, on aura déjà eu une demande 2-3 mois avant, et donc la procédure sera la même, on saura comment faire, et ça fait gagner du temps en fait à l'interlocuteur. Le deuxième axe de pourquoi est-ce que c'est sous-utilisé, c'est ok, j'ai ma base de données, et maintenant la question c'est qu'est-ce que je peux en faire réellement pour répondre à mes hypothèses de recherche, et comment je vais le faire? Est-ce qu'il faut que je fasse une formation de 6 mois intensive en méthode quantitative, ou est-ce que finalement je peux rapidement pouvoir mobiliser mes compétences que j'ai déjà, et sans faire de choses très compliquées, mais faire des choses qui tiennent la route et qui permettent de vérifier des hypothèses. Et la troisième explication pour pourquoi c'est sous-utilisé, c'est aussi le problème, c'est que pour faire des traitements de données, il faut souvent avoir recours à un logiciel qui est plus adapté, c'est-à-dire que Excel ne suffit en général pas du tout, et donc il faut des compétences en SAS, en R ou d'autres logiciels. Là j'ai mis SPSS, mais selon les disciplines ça peut être aussi Stata, ça peut être d'autres logiciels, ça peut être des logiciels de cartographie également, et donc là ça va être... Enfin moi je ne suis pas du tout experte dans tous ces logiciels-là, mais par contre je sais que je connais des gens qui le sont, et ça permet aussi de faire un relais entre des interlocuteurs d'une même université qui peuvent ne pas se connaître, en tout cas sur le point de vue des méthodes, mais qui peuvent se rejoindre et s'aider. Donc voilà, donc ça c'est l'activité en gros de ce que je fais tous les jours. Après, pour les plateformes de sciences de données en France, donc maintenant on est 9. Il n'y a pas longtemps on était encore que 7, et donc la plus ancienne c'est Lille, c'est pour ça que j'ai entouré, mais maintenant il me semble qu'il n'y a plus d'ingénieurs d'études. C'est en recherche. C'est ça, c'est en recherche. Lui, il y a Lyon aussi qui est une historique, Caen, et Strasbourg, on est les plus récentes des plus historiques, on va dire. Et donc ça se crée un peu partout, je pense que c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'après ça va être aussi plus de ressources à avoir, et on essaie, au niveau de la politique en tout cas, de ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque PUD puisse avoir une coloration particulière ou un domaine de compétences plus important dans un endroit, pour qu'on puisse aussi travailler ensemble. C'est-à-dire que si un chercheur à Strasbourg a un problème dans lequel Aurélien est expert, autant que je les mette tous les deux en relation, ça sera plus simple que moi. Ce qu'on regarde à chaque fois, c'est que les PUD sont toujours hébergés dans les MSH, et c'est toujours constitué d'un référent scientifique et d'un ingénieur d'études, à part pour Lyon, où c'est un peu plus compliqué, il y a plusieurs ingénieurs d'études, mais ils sont plus importants. Et voilà. Donc pourquoi l'hébergement des MSH, c'est parce que, vu qu'on n'est pas rattaché à une UMR, et du coup c'est plus facile d'être hébergé à une MSH, parce qu'on est à disposition de tous les chercheurs, tous les doctorants qui sont en sciences humaines et sociales. Donc c'est d'un point de vue un peu plus politique. Pour ce qui est de Strasbourg, donc on a donc le référent scientifique, l'ingénieur d'études qui est moi, donc on est à la MICHA, la MSH, on a juste un bureau, ça c'est juste pour donner l'idée de ce que c'est, on a un bureau avec 2 ordinateurs, et j'ai oublié de rajouter le boîtier CASD, c'est-à-dire qu'il y a 2 ordinateurs, donc il y a le mien et l'autre ordinateur qui est un ordinateur aussi qui est puissant, donc en méthode de calcul ça permet aux personnes qui ne sont pas forcément outillées d'un ordinateur puissant de pouvoir faire
des traitements SAS ou autres, et parce qu'il y a aussi les licences qui sont dessus et qui permettent aux personnes, en fait, quand je dis personnes, c'est surtout aux doctorants, d'avoir accès à ces outils et de pouvoir faire leur traitement. Et on s'est aussi constitué autour d'un comité de pilotage. Ça, c'était une volonté, enfin, c'est pas du tout une obligation, mais on voulait faire ça parce que comme ça nous donnait, enfin, le comité de pilotage est constitué des directeurs d'UMR, et donc ça nous permet aussi d'avoir un ancrage et que les UMR puissent avoir une influence sur nos orientations un peu plus politiques, enfin, vers quoi, et scientifiques, c'est vers quoi on va s'orienter selon les besoins que eux recensent dans leurs équipes, et ça nous permet de garder le contact, c'est-à-dire qu'on se retrouve en général une fois par trimestre ou une fois par semestre, et ça permet de faire le relais aussi au niveau local, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Et on a aussi un représentant de Mathé SHS, le 1 IE, 1 OIR, c'est un représentant de Mathé SHS qui est chez nous. Et à terme, on voudrait inclure les directeurs et directrices des écoles doctorales pour garder aussi ce lien avec les OB. Dans le bilan, de ce qu'on retient après 2 ans après la création de la PUDS, c'est que le besoin il est là, il n'y a aucun souci, et que dans ce qui est positif, en tout cas le besoin il est là, on le ressent clairement, notamment pour les équipes où il n'y a pas d'ingénieurs d'études ou d'ingénieurs de recherche, donc les plus petites équipes, qui là vont plus me solliciter et qui sont vraiment demandeuses, quoi. Donc ça permet de compenser, avec un effort de mutualisation des ressources, de compenser le manque dans certaines équipes, avec un soutien sur ce qui est quanti. Après, on garde que c'était une crainte au début que le poste d'ingénieur d'études de la PUD ne fasse pas d'ombre aux ingénieurs d'études des équipes où il y en avait, mais en fait on se rend compte que ça fait pas du tout d'ombre, mais c'est une vraie complémentarité, c'est qu'au moins ils peuvent se décharger de certaines tâches qu'ils effectuaient avant, mais donc c'est moi qui vais les effectuer, et inversement, moi orienter un chercheur qui vient me voir, qui est dans une équipe où il y a déjà un ingénieur d'études, je vais dire bah moi je fais cette partie-là, je fais le soutien, je fais l'accompagnement, mais je peux pas faire pour, sinon on serait débordé, et du coup aller après pour la réalisation concrète de la mise en place du traitement statistique avec l'ingénieur en poste dans l'équipe. Dans l'importance de l'aide individualisée, on voit que c'est quand même ce qui marche le mieux. En fait, quand on fait des formations ou des sensibilisations, c'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître et d'appeler à la mobilisation de l'aide de ce qu'on peut leur fournir aux personnes. Et donc on voit que c'est ce qui convient le plus aux personnes. Enfin, les personnes sont en général contentes et on a toujours des retours positifs. Et ça, c'est plutôt quelque chose, parce que c'était aussi une crainte au début, c'est ne pas créer de frustration. En fait, vu qu'on n'est que dans l'accompagnement et qu'on ne fait pas à la place d'eux, il ne fallait pas que les personnes se disent qu'on allait résoudre tous leurs problèmes, parce qu'on ne peut pas non plus, enfin on peut pas être expert en tout, et voilà, mais pour le moment on ne crée pas de frustration, et ça c'est déjà quelque chose de positif. Après on se rend compte aussi qu'on ne se limite pas du tout aux données qui sont que dans le projet d'eau, et je pense que c'est quelque chose de positif, c'est qu'on va aussi traiter à droite à gauche, et ce qui permet, enfin ce qui est plutôt, pour moi en tout cas positif, et la collaboration avec Mathé SHS qui est vraiment enrichissante, et également avec le réseau des PUD. Pour ce qui est plus négatif, on se rend compte que, mais j'ai déjà un peu abordé, que c'est difficile de créer un réflexe PUD, c'est-à-dire qu'il faut être connu et être identifié au sein de tout le monde, et c'est difficile de tomber sur tout le monde. Et donc c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut aller voir les équipes, il faut aller dans les AG, il faut aller dans les conseils pédagogiques des UFR, et donc c'est un travail à faire régulièrement, mais qui est nécessaire. L'autre difficulté, c'est l'enjeu de la pérennisation du poste, c'est qu'en général, je pense que tu es en CDD aussi. Et ce que je disais, c'est qu'au fur et à mesure, on acquiert une expertise sur les données qui existent, et même de façon humaine, c'est-à-dire que je connais Eric, je connaissais Alexia avant, et donc c'est des choses qui sont plus simples pour créer des projets ou pour aider des personnes, pour rendre des services, c'est que on acquiert une expertise, et si le poste n'est pas périn, au bout d'un moment on est amené à partir, et donc c'est un peu un travail qu'il faut refaire de zéro, parce que c'est pas, y a pas de formation qui existe pour être ingénieur PUD, quoi. Donc c'est quelque chose qui s'apprend un peu sur le tas, et donc ça c'est quelque chose qui peut être négatif, c'est que
une PUD où les ingénieurs tournent tous les ans, c'est pas terrible. Un autre point négatif, mais vu que vous l'avez pas et c'est très bien, c'est que nous on s'appelle Plateforme Universitaire de Données de Strasbourg, et donc c'est un peu un faux ami parce que le terme plateforme de données, les gens pensent qu'on héberge des données, alors qu'on n'en héberge pas du tout. Les données elles sont hébergées dans les structures nationales, et nous on est juste un relais entre ces hébergements et l'utilisateur. Et donc des fois, je sais qu'au début des personnes venaient me voir pour que je stocke leurs données ou autre, mais en fait on n'est pas du tout amené à faire ça. Et après, il y a des besoins qu'on a identifiés, et là c'est par rapport au CASD notamment, mais qui ne sont pas satisfaisables pour le moment. Mais je pense qu'on est en train de s'organiser de façon politique pour que ça change. C'est que par rapport au CASD, je sais qu'il y a des demandes que des gens puissent être habilités pour pouvoir avoir le contrôle que l'on fait avec d'autres données, comme les données de la DISP, de savoir si l'hypothèse ou si les hypothèses de recherche des chercheurs vont être vérifiables avec une donnée, avec une base. Et il s'est déjà arrivé que des personnes, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous a fait remonter, que des personnes qui utilisent le CASD pensaient utiliser une base et au final se rendaient compte que ça répondait que partiellement à leur hypothèse, et donc se sont vus dépenser près de 2000 € pour quelque chose qui ne répondait pas totalement, et ils auraient préféré le savoir avant. Donc il y a des besoins comme ça qui prennent plus de temps à satisfaire, parce que c'est des demandes qu'on nous lance, et qu'après nous au niveau politique on fait aussi le relais de l'information, on sait ce qu'il y a au national et on le descend au local, mais c'est aussi l'inverse. Et donc ça c'est un point négatif, mais qui est quand même positif je trouve dans le flux d'informations. Et après dans les éléments de réflexion, donc là c'est la dernière slide, on s'est rendu compte que les étudiants de master c'était vraiment une cible privilégiée, parce que c'est eux, déjà dans leurs travaux de mémoire, qui vont commencer à avoir cette appétence ou non pour les données quantiques, qu'elles soient de cadrage ou une matière première, on va dire, de leurs travaux de recherche. Et on met aussi l'accent auprès de ces personnes-là pour pouvoir les accompagner. C'est qu'on, même quand ils sont en mémoire, on les aide, enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de les aider dans l'acquisition de leurs données. Un élément de réflexion, c'est être connu et identifié localement. C'est que c'est compliqué parce qu'on est rattaché un peu partout et nulle part, et en même temps c'est un travail de... Enfin, je pense que comme moi, t'as pas fait de master de communication ou autre, et donc c'est des choses qui sont un peu compliquées, qui peuvent être compliquées en tout cas en local, parce qu'on se rend compte que moi je me suis rendu compte que les mailing lists, on en reçoit tellement de mails de mailing lists qu'on les regarde une fois sur 4, donc ça marche pas forcément. Aller dans les AG tout le temps, c'est fatigant, c'est chronophage, et je suis pas sûre que le message puisse passer à chaque fois. Et donc voilà, donc si jamais vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être pertinentes pour toucher le maximum de personnes, faut pas hésiter à les faire remonter à Aurélien, parce que je pense que ça sera toujours le bienvenu. Et après, dans ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est renforcer les relations. Donc j'ai dit qu'il y avait un réseau des PUD et des structures nationales, mais l'idée c'est quand même de renforcer tout ça, parce que c'est encore un peu fébrile, et ça marche, mais ça pourrait marcher davantage. Pour le CASD par exemple, ici je dis développer un réel partenariat. C'est que dans un exemple, on nous a parlé de la difficulté des doctorants d'avoir accès, quand ils n'étaient pas dans une ANR ou un gros projet, d'avoir accès à ces données aux données du CASD, parce que ça coûte de l'argent, et que 2500 €, c'est pas, tous les laboratoires ne peuvent pas se le permettre. Et donc on a lancé un appel à projet pour 2 accès au CASD, et donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est quelque chose qui nous a été rendu possible, et donc c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc c'est-à-dire qu'on va financer, avant on finançait la location de la box pour les personnes qui voulaient y avoir accès chez nous, et maintenant on va même financer l'accès à ces données pour des personnes sur dossier. Et après c'est aussi renforcer les relations avec la DISP, l'INED et le CDSP, qui sont les grosses institutions partenaires des PUD via le réseau Projet Z. Et donc voilà, ça je me répète.